Coucou les moms, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais un top 10 des choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir parent. Je vais jouer le rôle de la grande sœur qui vous partage son savoir, son expérience, puis j'ai relevé 10 choses, mais j'aurais pu continuer encore et encore et encore. J'ai commencé à remplir ma feuille, puis je me suis dit, bon, on va s'arrêter à 10 pour aujourd'hui, mais on peut continuer. Puis dans les commentaires, si vous avez d'autres choses que vous avez vécues, que vous auriez aimé qu'on vous dise, en fait, laissez-vous aller dans les commentaires, puis peut-être que je me lancerai dans une partie 2. Mais voilà, j'ai ciblé 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir parent, puis je vous les partage aujourd'hui. Donc avant de me lancer dans la suite de la vidéo, je vous invite à me faire un petit like si vous aimez la vidéo à la toute fin. Ou n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos, puis d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster une vidéo. Donc, on va commencer en se disant qu'il n'y a pas de questions niaiseuses puis il n'y a pas de réponses niaiseuses non plus. Donc, mon premier point, moi, je me suis sentie vraiment très niaiseuse en le pensant puis en le réalisant. Mais j'ai vu des filles qui ont fait des TikTok là-dessus. J'en ai parlé à de mes amies puis on était toutes flabbergastées par ça parce qu'on avait toutes la même préconception, si on veut, du fait qu'on pensait toutes qu'en allaitant, le sein sortait par un seul trou dans le mamelon, puis on va y aller plus précisément là, dans la tétine. Fait que ce n'est vraiment pas le cas, ok? C'est plusieurs petits trous microscopiques, puis en fait, ça va sortir de tous ces endroits-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on remarque en allaitant, donc quand on a bébé au sein, mais les seins, pendant ta montée laiteuse, pendant les premiers temps, vont couler un peu n'importe quand. Donc, moi, c'est là que je l'ai remarqué. Puis aussi, moi, comme j'avais en fait des blessures au sein que Mathéo m'a fait vraiment très, très tôt dans mon allaitement, c'est là que fallait que j'exprime mon lait, c'est-à-dire que je sorte un petit peu de lait de mon sein, puis que je badigeonne mon mamelon pour que la guérison se fasse parce qu'il y a des propriétés miraculeuses dans ce lait-là. Donc, c'est en faisant ça que je me suis rendu compte que, oh my god, ça sort pas juste d'un trou comme je pensais. Puis, ça m'a fait penser à une anecdote que j'avais avec mes amis. On était vraiment jeunes, puis on se disait « Hey, moi, jamais que je vais me faire percer les seins », parce que, tu sais, on voyait des filles qui faisaient ça sur les réseaux sociaux ou peu importe, là, puis on se disait « Hey, jamais moi, je vais faire ça », parce que, tu sais, après ça, t'allaites, puis là, ça va sortir de partout, le lait. Ben, guess what? Ça sort de partout anyway! Fait que ça, c'était la première chose qui m'est venue en tête quand je me suis dit « Oh my god, mais pourquoi personne m'a dit ça? » Puis pourtant, je connais tellement de mamans qui allaitent. Je connais ma tante, ma belle-mère, ma mère, mais pourquoi personne me l'a dit? Fait que c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas puis que je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ça. Pourquoi qu'on sait pas ça de notre propre anatomie? Bonne question, mais voilà, maintenant, tout le monde le sait. Mon deuxième point, c'est sur une note un peu plus, on va dire, négative, mais inquiétez-vous pas, la vidéo, ce sera pas que du négatif, je mets ça entre gros guillemets, mais je tenais à le souligner parce que je pense que c'est important de juste se sentir comprise, entendue, puis si c'est ton cas, t'es pas toute seule. Mon deuxième point, c'est la solitude. Autant pendant la grossesse que pendant le congé de maternité, puis même par moment, moi, je suis retournée au travail, tu sais, là, mon garçon va avoir 2 ans, puis il y a des moments où la solitude est vraiment très, très lourde sur nos sentiments de maman, future maman, parent. Probablement que les papas aussi sentent ça, mais moi, je vais parler plus au nom des mamans. Donc, pendant la grossesse, on est peut-être encore au travail, on n'a peut-être même pas encore notre retrait préventif, puis c'est pas nécessairement qu'on est seul à la maison puis qu'on fait rien, puis c'est ça le sentiment de solitude. C'est vraiment comme... moi, j'étais une des premières de mes amies qui avait un enfant, fait que le mode de vie de mes amis reflétait pas sur ma vie actuelle, puis même si j'avais pas encore mon bébé, j'avais pu, ça faisait longtemps que j'avais plus ces envies-là, mais j'avais plus envie de sortir, j'avais plus envie d'aller dans les parties, j'avais plus envie de faire des choses qui finissaient tard, j'avais envie d'avoir une routine saine, ça faisait longtemps que je faisais ça, comme je vous dis, mais j'avais envie de me lever tôt le matin, de me coucher tôt le soir, j'avais besoin de me reposer, puis le mode de vie de mon entourage n'était pas le même, puis ça me faisait sentir un peu plus à part, puis il y a beaucoup d'autres aspects qui font que on dirait qu'en devenant maman, on se sent très seul, puis oui, on partage notre corps, puis on partage ces émotions-là avec un petit être qu'on crée, on partage nos émotions puis notre vécu avec notre partenaire, mais il y a quand même des moments pendant la grossesse, pendant le congé de maternité, qu'on se sent extrêmement seul. Puis oui, évidemment, les hormones viennent jouer un beau petit rôle là-dedans qui nous aide pas tout le temps, mais quand même, mon point ici, c'était de dire que
c'est quelque chose que je ne savais pas, que j'aurais aimé que quelqu'un me dise « Hey, tu te sens seule présentement, c'est tout à fait normal, puis inquiète pas, ça va passer. » Donc là, voilà, je te le dis. On a tout entendu parler que, bon, tu vas devenir parent, dis bye-bye à ton sommeil, à ton corps, à ton intimité, à tes moments tout seul. Ça, on l'a tout su, OK? Mais moi, ce que j'aurais voulu qu'on me dise aussi, c'est hey, écoute, ton bébé, là, il sera pas juste ton bébé. Mais en réalité, c'est ton bébé, puis c'est toi qui prends les décisions, puis c'est tout. Tu sais, t'es une mère, suis tes instincts maternels, mais pour la conception de ton entourage, ça se peut. Il y a de très fortes chances, puis je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais ça se peut que ce bébé-là, tu sens que les gens se l'approprient. Tu sens que tu as besoin de partager ce bébé-là avec d'autres. Tu sens que tu as des comptes à rendre aux grands-parents, aux tantes, d'un côté comme de l'autre. Il y a plein de monde qui veulent voir ton bébé, il y a plein de monde qui veulent être impliqués dans la vie de ton bébé, puis c'est parfait, c'est de l'amour, c'est de la famille, c'est normal, mais tu as aussi le dernier mot, puis tu as le droit de dire non. Puis ça aussi, c'est un des points, apprendre à dire non. C'est tout qu'un défi, puis peut-être que tu étais capable quand tu étais toute seule dans ton corps, tu étais une femme forte, indépendante, pas de problème à avoir le petit feeling un petit peu qui brise le cœur quand tu déplais à quelqu'un. Peut-être que pour toi, là, c'était vraiment pas important, puis tu vivais bien ta vie, mais avec les hormones, avec le fait de devenir maman, on dirait que ce sentiment-là, il se sent de plus en plus creux. Puis de déplaire aux gens, ça fait de plus en plus mal. Puis t'as pas envie de déplaire à ton entourage. T'as pas envie non plus de leur faire de la peine. Ce sont des gens qui t'aiment, ce sont des gens que ton conjoint aime, que ton ou ta partenaire aime. Puis t'as pas envie de leur déplaire. Mais la réalité, c'est que parfois, ça va arriver. Puis parfois, tu vas avoir besoin de dire non. Et puis je te promets que c'est mieux de les décevoir que de te décevoir. Le quatrième point, en fait, c'est lié un peu à ton ancien mode de vie. Tu sais, on dit souvent, souviens-toi de la femme que t'es derrière la mère, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, il faut que tu fasses les choses que t'aimes. Il y en a qui vont avoir besoin de sortir, il y en a qui vont avoir besoin de se faire des soirées de filles, des journées au spa, etc. Puis ce sont toutes des activités légitimes. Moi, l'activité que je crave depuis, oh mon Dieu, ça doit faire 8 mois que j'ai envie de faire ça, là. C'est pas de sortir au bar, c'est pas d'être seule. Moi, j'ai besoin de mon bébé proche. Je passe tellement plus une belle journée quand j'ai mon bébé proche, mais c'est pas ça qui me manque. J'aurais envie de faire garder mon fils pour une soirée et une matinée. Puis cette soirée-là, ce que je ferais, c'est d'écouter Netflix jusqu'à 2h du matin. Binge-watch Netflix jusqu'à temps que je sois plus capable de l'écouter, que je m'endorme sur le divan, puis que le lendemain matin, j'ai pas besoin de me réveiller pour m'occuper de mon fils. J'ai envie de faire ça, de quoi d'épouvantable. Puis là, vous allez me dire, mais oui, mais demande à ton chum de prendre le matin, je suis pas capable. Si mon fils il est debout, là, je vais peut-être dormir une demi-heure, 1 heure gros max, mais je serai pas capable de savoir qu'il est là puis qu'il s'amuse. Je l'entends, j'ai le sommeil super fragile en plus, je suis pas capable. Puis j'ai vraiment envie de faire ça, ma petite soirée Netflix. Mais même si je le prévoyais à mon horaire, je me dirais, ben voyons donc, je peux écouter Netflix à d'autres moments puis tout ça, mais entre vous et moi, ça me manque, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir prendre une fin de semaine où je peux me coucher super tard pour relaxer puis rien faire. Donc, j'aimerais juste ça pouvoir écouter Netflix jusqu'à 2h du matin. Puis si t'as des petites envies comme ça, puis que tu te dis « Hey, moi, ma vie d'avant me manque pas, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir refaire cette chose-là », c'est normal. C'est normal. Mon 5e point qui est, on revient un peu dans le temps, dans le temps de la grossesse, puis ça m'est venu cette semaine parce que je regarde une émission, puis la fille est enceinte, puis elle fait tout ce qu'elle faisait quand elle était pas enceinte. Puis ça, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise « Hey, ça sera pas comme dans les films. OK, ta grossesse, ça sera pas comme dans les films. » Il y en a qui ont des super belles grossesses qui n'ont pas arrêté de rien faire de tout ce qu'ils faisaient avant, puis tant mieux pour elles, mais pour la majorité, en tout cas, de mon entourage puis des femmes que je connais et moi-même, mon expérience, il y a beaucoup de choses que j'ai changées puis que j'ai pas pu faire, ne serait-ce que prendre les suppléments que je prends au quotidien, aller dans des endroits, me coucher à des heures, à certaines heures, tu sais, par le simple fait que mon premier trimestre, j'étais extrêmement fatiguée. Mon 2e trimestre, bon, l'énergie revenait, mais... Puis le 3e trimestre, j'avais une super belle énergie, mais j'étais quasiment sur le point d'accoucher, là. Donc, oui, j'avais une belle énergie, mais il fallait que je conserve mon énergie pour l'accouchement, pour l'allaitement, pour le postpartum. Donc, c'est beau dans les films, puis ça nous donne le goût d'avoir la belle petite bédaine, puis d'aller
faire de l'exercice, puis faire nos épiceries, puis faire nos ci, puis faire nos ça, puis de faire exactement ce qu'on fait alors qu'on n'est pas enceinte, mais ce n'est pas comme dans les films. Ce n'est pas comme dans les films, mais il y a des choses que tu vas peut-être devoir arrêter de faire. Puis tu vas pouvoir le reprendre par après. Puis je dis pas tout de suite après ta grossesse, parce qu'encore là, tu vas avoir besoin de te reposer. Mais si toi, tu étais une fille qui allait à 100 000 à l'heure, puis qui s'entraînait le matin, allait travailler, puis après ça, tu avais des activités en soirée, comme moi, il y a des choses que tu vas devoir faire des deuils là-dessus. Puis peut-être pas pour toute ta grossesse, mais peut-être que pour ton premier trimestre, l'entraînement le matin, c'est de trop. Déjà, tu prends toute ton énergie pour aller au travail et c'est correct. Et au deuxième trimestre, peut-être que tu vas recommencer à faire tranquillement, pas vite, des petits entraînements. Mais pas de presse. C'est pas grave. Tu as un travail à faire pendant 9 mois, puis c'est ça ta priorité. Mon 6e point, c'est demande de l'aide quand tu en as besoin. On dirait que le monde de la maternité, c'est un monde dans lequel tu es plongé dès la grossesse, puis on s'attend à ce que la maman sache tout, fasse tout, puis ait toutes les réponses. Mais ça se peut que non. Puis ça, si t'en es pas au bout de tes peines, ça va, même si tu apprends quelque chose, on dirait qu'il y a autre chose qui arrive, puis là, il faut que tu apprennes autre chose, puis ça devient vraiment lourd, overwhelming, parce que tu as tellement de choses à apprendre, tu as tellement de choses à t'ajuster, tu as toi à réapprendre à te connaître, tu as un petit être à apprendre à connaître, puis même ton conjoint, il va changer, ton partenaire, ta partenaire, il y a constamment de l'ajustement à faire, il y a constamment des choses à apprendre, donc si tu peux te donner le petit répit de juste demander de l'aide, que ce soit de l'aide à ton entourage pour qu'il garde le petit le temps que tu ailles faire l'épicerie, que ce soit de demander de l'aide à des professionnels pour t'aider à remonter la pente, pour t'aider dans des petites difficultés de comportement que tu as avec ton enfant, quoi que ce soit, demande de l'aide. 1, ce n'est pas un signe de faiblesse du tout. Puis 2, tu mérites d'avoir de l'aide. Tu es déjà en train de faire un travail exceptionnel. Demande l'aide dont tu as besoin. En lien avec ça, moi, à mon avis, il y a tout le temps façon d'améliorer le processus. Il y a eu des situations pour tous les parents ici qu'on n'est pas fiers de nous, ou il y a des choses qu'on est relativement fiers, mais qu'on se dit comment j'aurais pu faire mieux? Comment je pourrais mieux accompagner mon enfant? Comment je pourrais améliorer mon type d'éducation? Comment je pourrais m'améliorer en tant que parent? Puis dans des situations comme ça aussi, c'est une belle porte de pouvoir aller te référer à des organismes, puis il y en a partout sur les réseaux sociaux, il y en a de toutes les couleurs aussi, donc il y a plein de références que je pourrais te donner, que je pourrais laisser aussi dans la barre d'infos de cette vidéo-ci, mais ma référence numéro 1, c'est Bulles et Pirouettes. Il va y avoir des webinaires gratuits, il y a aussi des formations payantes, il y a des défis gratuits, mais il y a aussi de l'accompagnement, puis quand on pose des questions, ne serait-ce que sur des groupes de moments où tu vas pouvoir avoir d'autres références, d'autres idées, d'autres expériences. Il y a aussi avec des organisations comme Bulles et Pirouettes que tu vas avoir des réponses de professionnels. Puis des fois, tu as besoin d'aide de professionnels. Puis ça fait pas de toi une mauvaise maman, ça fait pas de ton enfant un enfant en problème, ça fait juste de vous des humains qui demandent de l'aide et c'est correct. Mon 7e point est un sujet peut-être un peu controversé, mais moi, dans ma réalité à moi, j'y crois dur comme fer. Les routines vont être tes meilleurs amis. Il y a beaucoup de parents qui ne vont pas avec des routines puis qui vont y aller. Tu sais, je prends l'exemple de repas ou de sieste. Il y en a qui vont dire quand mon enfant va être fatigué, il va dormir. Quand mon enfant a faim, il va me demander à manger. Puis, c'est leur réalité à eux. Mais si tu as une réalité plus semblable à la mienne où mon enfant va à la garderie, où mon temps est vraiment synchronisé parce que, pour différentes raisons, pour le travail, pour nos occupations, pour nos activités, parce que j'ai inscrit mon gars à la natation le week-end, on a des structures en place. Puis moi, je suis une fille qui aime la structure. Donc, c'est aussi tellement rassurant pour des enfants d'avoir des routines parce qu'ils n'ont pas la notion du temps, mais ils ont la notion des étapes. Donc, ils vont se souvenir que après le souper vient le bain, après le bain, on brosse les dents, après les dents, on va lire l'histoire, puis après ça, c'est mon dodo. Donc, c'est des choses qui sont rassurantes pour l'enfant, mais moi, je te le dis, en tant que maman aussi, ça me rassure tellement. J'aime tellement les routines, puis j'en ai pour tout. Au début, j'en avais même pour le changement de couche. Là, c'est plus des acquis que j'appelle parce que c'est acquis autant pour mon fils que pour moi, puis c'est quelque chose qui va être rassurant pour lui parce que c'est les mêmes choses qui se répètent aussi à sa garderie, c'est les mêmes choses qui se répètent avec sa marraine quand c'est sa marraine qui le garde, avec grand-maman quand c'est grand-maman qui le garde. Donc,
ce sont des choses des points de repère pour lui qui vont le rassurer dans les milieux évidemment sécuritaires dans lesquels il se retrouve, mais dans sa vie au quotidien également. Donc, il est vraiment rassuré par ça. Moi, je suis rassurée par ça. Ça m'aide à établir quelque chose de solide qui l'encadre et dans lequel lui-même est bien. Fait que c'est pas juste pour moi que je mets des routines en place, puis moi, j'y tiens. Moi, je les impose aussi. Donc, si on a des activités à faire, puis que l'activité est prévue pour 13 heures. 13 heures, c'est l'heure de sieste de Mathéo. Donc non, on va y aller soit le matin, soit après, parce que dans ma routine, c'est important que mon fils dorme à 1 heure. C'est comme ça dans sa routine, parce que si je déroge, s'il se couche à 2 heures, ben là, ça vient de décaler tout son moment de sieste. Après ça, ça décale le souper, ça décale l'heure du dodo aussi. Puis moi, mon temps de parent, que j'appelle, grâce à Bulle et Pirouette encore une fois, mon temps de parent, j'y tiens. Ça me permet, moi, de repuiser mon énergie, de faire mes tâches de parent, de plier mon linge. Moi, j'adore ça, plier du linge. By the way, c'est comme une méditation pour moi. Donc, je plie mon linge en écoutant mon Netflix. Après ça, j'ai le temps de prendre ma douche, de laver mes cheveux, de faire ma routine de soins comme il faut, de prendre soin de moi. Et mon petit garçon aussi, il a eu une super belle soirée parce qu'on a suivi sa routine. Mais si la routine est toute dérogée, ça l'empiète. Ben lui, ça l'empiète sur son énergie, puis moi, ça l'empiète sur mon temps à moi, donc, au final, sur mon énergie aussi. Donc, je vous dis pas comment être parent, je vous dis pas non plus comment établir vos routines, si vous avez besoin de routine ou non. Moi, je vous dis juste que si vous avez une parentalité similaire à la mienne, une façon de penser similaire à la mienne, puis un mode de vie similaire au mien, honnêtement, les routines, là, je ne m'en passerai pas, puis c'est vraiment pas un démon. Il y a beaucoup, énormément, tellement de parents qui ont des routines puis qui vont vous dire « ça m'a sauvé la vie », ça l'a sauvé le sommeil de mon enfant, ça l'a sauvé tellement de choses autour du développement de mon enfant, que ce soit de l'alimentation, à l'hygiène, au sommeil. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui se fient là-dessus, dont moi, j'y crois. Puis si ça peut vraiment t'aider à établir des routines, encore une fois, Bulle et Pirouette font de super beaux ateliers là-dessus pour nous aider, à nous guider, puis savoir c'est quoi une belle routine, puis comment j'établis la mienne avec mon enfant. Et honnêtement, depuis que je fais ça, non seulement la qualité de vie de mon garçon s'est améliorée, mais la mienne grandement, ma charge mentale grandement. Mon 8e point, c'est quelque chose d'un peu quétaine que toutes les matantes nous ont dit pourtant, puis c'est « tu vas voir, le temps passe vite ». Fait que c'est quelque chose que je savais, mais je le savais pas vraiment. Le temps, il passe vraiment, vraiment à la vitesse de l'éclair. On dirait encore plus aussi avec un enfant parce que y a des moments qui siestent, il y a des moments d'éveil, il y a des moments que on fait des activités. Tout passe tellement vite que, en toute honnêteté, là, moi, quand le monde il me demande des questions comme banales, comme tu travaillais où en 2021, puis j'ai comme un bug parce que c'était mon congé de maternité. Puis dans ma tête, cette année-là, toute la vie était sur pause, là, tu sais. Fait que dans ma tête, personne travaillait en 2021 comme moi parce que je m'occupais de mon garçon. Puis quand je regarde en arrière, je me dis « Wow! C'est une année complète que j'ai eu la chance de pouvoir passer avec mon fils. » Puis ça a passé comme ça. Puis après ça, je regarde les photos de cette année-là où mon garçon, ça a été vraiment long avant qu'il ait des cheveux. Ça, c'est un gros gag. Je vois des photos aujourd'hui puis je me dis « Hey, c'est vrai, il n'y avait pas de cheveux pendant quasiment 1 an. » Mais il y a des choses que je me souvenais, mais je me souvenais pas. Ça va tellement vite, il s'adapte tellement vite. J'ai vu une petite citation là, qui est passée, mais je me souviens plus c'est de qui. Mais la personne disait « Tu pourras jamais t'en vouloir d'avoir passé trop de temps avec tes enfants. » Puis je trouvais que c'était tellement, mais tellement vrai. Il y a des fois où je peux m'en vouloir d'avoir travaillé un samedi parce que j'étais trop en retard dans mes trucs à la job. Puis là, je m'en veux de ne pas avoir passé mon samedi avec mon fils parce que dès le lundi, il va retourner à la garderie. Puis je trouve ça trop vite. Mais je m'en voudrais jamais d'avoir passé trop de temps avec mon fils. Mon 9e point s'inspire un peu du 8e, donc c'est-à-dire que je parle encore de temps. Je trouve que ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé savoir après mon 3e trimestre pour commencer à me préparer. Prends le temps de guérir. Donc, pendant mon 3e trimestre, j'aurais dû prendre plus le temps pour me reposer, pour
être prête à ce qui s'en venait, puis après mon accouchement, mon allaitement, prends le temps de guérir. Puis encore aujourd'hui, Mathéo va avoir 2 ans, je vous le rappelle, et il y a encore des moments où je guéris et je prends le temps de guérir, puis je suis un peu obligée parce que je vois mon acupuncteur justement là pour que on voit en fait toute mon énergie puis tous mes trucs, puis des fois elle me dit slow down parce que là ça va, t'en mets trop sur tes épaules puis l'énergie de ton rein s'affaiblit énormément, ce qui veut dire que maman a déjà un petit coco à s'occuper à la maison, là tu t'en mets de plus en plus, prends le temps de te reposer, puis il y a des choses présentement qui te pèsent lourd, guéris-toi. Ça s'arrête pas au postpartum, le postpartum, moi je le dis depuis plusieurs vidéos, je pense que ça dure sur des années et non pas 3-4 mois, donc prends le temps de guérir. Il y a des choses aussi que tu vas devoir guérir de tes traumas d'enfance pour pas le transposer sur ta parentalité parce que ce sont contre tes valeurs, contre tes principes, peu importe, mais il y a des choses que tu vas devoir guérir au quotidien. En étant parent, c'est pas juste physique la guérison, c'est aussi mental et prends le temps de guérir. Une maman qui prend soin d'elle, c'est une maman qui va prendre encore plus soin de son enfant ou de ses enfants. Mon dernier point, celui que je veux que tu retiennes le plus, t'es pas une superwoman. Je m'explique. Dans ma tête, toutes les femmes sont des superwomen, ok? Je nous trouve tellement puissantes parce qu'on crée, parce qu'on gère, parce qu'on réalise dans une vie. Je trouve, honnêtement, depuis que je suis maman, là, j'ai vu ça passer aussi là, dans un podcast, depuis que je suis maman, je suis féministe. C'est quasiment rendu là mon affaire, mais depuis que je suis maman, ça m'a tellement ouvert les yeux sur toute la puissance d'une femme, mais on a aussi nos limites, puis ça, on a tendance à les oublier. Moi, la première, j'ai l'impression que je suis capable de tout faire, de tout réaliser, de tout gérer, puis de tout porter sur mes épaules, et non. Impose-toi toi-même tes limites et assure-toi vraiment très très fort que tu vas t'engager à les respecter pour toi et que tu vas faire en sorte que ton entourage les respecte également. Donc moi, de mon côté, des choses que je dois apprendre à établir et respecter mes propres limites, il y en a plein. Mais celui sur lequel je travaille beaucoup ces temps-ci, c'est que moi, dans la vie, je suis une personne que tu vas me raconter tes problèmes, puis c'est pas juste que je vais t'écouter puis je vais te donner des solutions. Là, après ça, là, je vais y penser avant de me coucher, je vais y penser en me levant, je vais penser à d'autres solutions, je vais m'inquiéter, je vais faire de ton problème mon problème. Puis que ce soit parce que ma soeur, elle m'a raconté ces choses, ma meilleure amie, mon chum par rapport à sa job, je fais de leur problème mon problème, puis ça vient me chercher à des endroits vraiment profonds dans mes émotions, là, puis ça vient vraiment m'impliquer dans leurs problèmes, puis là, il faut que j'apprenne ce que j'apprends présentement, puis je m'en ai quand même pas pire, je suis fière de moi, c'est de prendre un pas de recul, puis de dire, ça, ce sont ces poules, son poulailler. Moi, mes poules, mon poulailler, je les gère. J'ai mon chum, j'ai les plusieurs facettes de ma personne. Donc, la femme, la conjointe, la mère, la professionnelle. J'ai mon fils. Ça, c'est mon poulailler. Je le gère dans la mesure où ça me rejoint. Le reste, on s'implique pas trop parce que ça vient trop me chercher, ça m'épuise, ça me fait un paquet d'affaires. Bref. Donc, dans tout ça, ce qu'il faut que je me souvienne, c'est que je suis une superwoman dans mon rôle et dans mes rôles à moi, mais je peux pas être une superwoman pour tout le monde. Puis c'est difficile parce que je suis du genre à vouloir être là partout pour tout le monde à 110%, mais la réalité, c'est que je peux pas l'être. Je suis à 110% pour mon fils, je suis à 110% pour mon conjoint, je suis à 110% pour ma propre personne. Je pense que ça fait déjà un bon ratio que je dépasse clairement. Si je m'implique dans tout trop, ça va finir par exploser si ça n'ira pas bien, puis c'est qui va en écoper? C'est ma santé mentale. Donc, ce que je veux que tu retiennes, peu importe si mes exemples te rejoignent ou non, c'est sûr qu'il y a des petites cloches qui t'ont sonné de ce que je t'ai parlé, puis tu t'es dit, ouais, il y a des choses que vraiment, je vais au-delà de mes limites, puis déjà que je suis une femme powerful, puis que je suis capable d'accomplir plein de choses et je crée la vie et je fais plein de choses. Oui, tu as une puissance unique et immense, mais elle a quand même ses limites. Rappelle-toi c'est quoi ces limites-là pour toi et respecte-les, puis demande à ce que ton entourage aussi les respecte. Ça, j'aurais aimé ça qu'on me dise ça bien des années avant d'être parent, mais surtout depuis que je suis parent. Donc voilà, c'était mon petit top 10 des choses que j'aurais aimé savoir avant d'être parent. Et là-dedans, on peut s'entendre qu'il y en a beaucoup que je dois me rappeler en tant que parent. Donc, entre autres,
de pas me prendre pour une superwoman, de demander de l'aide, que le temps va guérir les choses, que la guérison est pas juste physique, mais est aussi mentale, bref, plein de petites choses que j'essaie d'écrire dans mon miroir et d'écrire dans mon petit journal de manifestation pour me garder grounded puis de faire attention à moi pour que je puisse faire attention à mon fils puis à tout ce qui entoure et fait partie de ma vie, autant de femme, de conjointe et de maman. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo-ci. Si oui, laisse-moi un petit thumbs up. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne puis de partager ma chaîne à d'autres. Je suis une petite chaîne qui grandit tranquillement. Merci de m'écouter d'ailleurs et puis on se dit à la semaine prochaine.